Bienvenue dans le débat de France 24. La France avait un président en marche, elle a désormais une majorité en mouvement. Le parti présidentiel a comme prévu remporté les élections législatives qui avaient lieu hier. Une victoire, certes, elle est nette, mais pas le raz-de-marée historique que semblaient indiquer les sondages dans les derniers jours de la campagne. Oui à la République en marche donc, mais pas sans opposition et surtout avec un manque d'enthousiasme manifeste si l'on en juge par les presque 60% de Français qui ne se sont pas déplacés. On en parle avec ici même Constance Le Grip. Bonjour. Bonjour. Députée réélue Les Républicains pour la 6e circonscription des Hauts-de-Seine. Élu pour la première fois comme 75%, 3/4 des députés de la 6e circonscription, ce qui vous concerne des Hauts-de-Seine. Face à vous, Jacques Maire, vous êtes député La République Bonjour. En marche de la 8e circonscription du même département, les Hauts-de-Seine. Yves Surel, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Panthéon-Assas, directeur adjoint du Centre d'études et de recherche de sciences administratives de cette même université. Merci d'être avec nous. Et enfin, Jean Garrigue, historien, spécialiste de politique française, président du comité d'histoire parlementaire et politique. Vous enseignez à Sciences Po et vous êtes auteur d'Élysée Circus. C'est paru l'année dernière aux éditions Talendier. Merci à vous quatre d'être avec nous. Constance Le Grip, nos confrères de France Info, aujourd'hui, vous ont décerné la palme de la remontada de tous les députés, effectivement, en ballottage défavorable. Comme on dit, vous êtes celle qui a réalisé la performance la plus impressionnante puisque vous avez surmonté un handicap de presque 21 points au premier tour sur votre concurrent de La République En Marche pour finalement l'emporter assez confortablement, un peu plus de 53% des voix au second tour. Vous l'attribuez au contexte local ou à un phénomène plus national? En gros, les Français n'ont pas voulu accentuer leur vote du premier tour. Alors, j'ai la faiblesse de considérer que mon équipe m'a permis de faire une très très belle et très très bonne campagne, qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, beaucoup de bonne volonté que j'ai réussi à agréger et à porter jusqu'au bout. Et on est vraiment jusqu'au bout, aller chercher les électeurs et les électrices un par un. Bien évidemment, le contexte national, incontestablement, parce que c'est un message que nous avons porté entre les deux tours, celui de ne pas donner une majorité écrasante au pouvoir exécutif, de pouvoir corriger, rectifier et avoir quand même les moyens de consolider une opposition républicaine, modérée, cohérente à l'Assemblée nationale. C'est un message qui a été entendu. Je me suis évertuée à le propager tout au long de l'entre-deux tours. Ça a incontestablement joué en ma faveur. Il y a eu un élément peut-être particulier aussi, le fait que votre adversaire entre les deux tours, on a appris qu'il faisait l'objet d'une plainte. Ça a été quand même, il y a eu une grosse médiatisation autour de cela. Donc on en a entendu parler en dehors de votre circonscription. Mais vous pensez que cela a joué dans le comportement, l'attitude de vos électeurs ? Très franchement, je ne souhaite pas commenter des affaires pour lesquels je n'ai pas grand-chose à dire, n'étant ni journaliste d'investigation, ni enquêteur de police, ni juge. Vous me permettrez de ne pas commenter. Jacques Maire, évidemment, je ne vous demanderai peut-être pas de commenter ce cas particulier, mais c'est vrai qu'on a évoqué entre les deux tours, disons, dans le cortège des néophytes, La République En Marche, quelques profils, disons, un peu atypiques de personnalités. Alors, peu nombreux, il n'y en a pas beaucoup effectivement qui ont eu à faire la justice. En l'occurrence, ce n'est pas le cas de ce candidat, mais c'est vrai qu'il fait l'objet d'une plainte pour des affaires conjugales. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à un moment quand même de casting? Est-ce que finalement le filtre avait été parfaitement fait en ce qui concerne La République En Marche? Est-ce que ce n'est pas le risque auquel aussi on s'expose lorsqu'on ouvre totalement un mouvement comme vous l'avez fait à la société civile? Imaginez-vous que vous publiez une annonce d'offre d'emploi pour 577 postes, ouverts à tous les Français qui se reconnaissent dans les idées, et vous récupérez 20 000 candidats de toutes origines. Voilà, vous avez des critères, après vous les vérifiez, et puis on a ce qu'on appelle des défauts de process. Aujourd'hui, moi, ce qui me frappe, c'est effectivement, il y a eu quelques défauts de processus, des défauts qui ont effectivement montré que à 11, en quelques mois, on ne peut pas effectivement faire un check complet de tout le monde. Mais ce qui est le plus important, je crois, c'est que finalement, ça a toujours été considéré comme vous l'avez dit vous-même à l'instant, des cas particuliers, des petits problèmes de process, et non pas une difficulté de principe. Et ce que je crois être un des succès depuis 1 mois et demi, c'est que parmi, je dirais, ce qu'on met au crédit d'Emmanuel Macron, il y a le renouvellement. Voilà, et finalement, ces petits événements n'ont pas fait l'objet de commentaires plus que cela. Oui. Il y a un très très gros boulot qui a été abattu par, il faut le dire, Jean-Paul Delevoye et les gens chez vous qui étaient chargés justement d'essayer de caster ces différents candidats. Jean Garrigue,
Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un mouvement qui compte 350 députés, qui illustre à lui seul aussi le renouvellement à l'Assemblée nationale, puisque 3/4 des députés n'ont jamais siégé, dans ceux donc, qui vont arriver à l'Assemblée nationale. En Marche, pour qu'on comprenne bien, c'est quoi en gros? Est-ce que c'est la société civile ou est-ce que ce sont des membres de cabinets ministériels, des gens qui étaient déjà dans la politique avant? Alors c'est vrai que par rapport à certaines idées reçues et quand on regarde les choses de près, il y a un certain nombre d'anciens militants de tous les partis d'ailleurs dans les candidats d'En Marche, qui a pas mal d'anciens assistants parlementaires ou de cabinets ministériels, donc c'est pas tout à fait des néophytes. Et d'ailleurs, on n'a pas forcément à s'en plaindre, parce que l'expérience, ça compte aussi dans la vie politique. J'ajouterais que le renouvellement, en fait, il est un petit peu dans tous les partis. En Marche a donné l'exemple, c'est vrai. Féminisation, rajeunissement, ils ont donné un véritable exemple. Mais c'est vrai aussi qu'on retrouve un assez fort rajeunissement chez les Républicains, chez les socialistes. C'est quelque chose, c'est une caractéristique de cette nouvelle Assemblée que d'être ainsi rénovée, renouvelée. Ça correspond aussi à une attente des Français, incontestablement. Et ça incite donc, mais ça on pourra peut-être développer, à tirer des leçons beaucoup plus positives qu'il n'y paraît de cette espèce de grande déprime là qu'on nous a servi, je trouve, pendant cette campagne législative. Je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments positifs. D'ailleurs, dans toute la séquence, depuis quasiment un an, depuis le début des primaires, il y a beaucoup d'éléments positifs sur lesquels les médias et par ricochet l'opinion peut-être n'ont pas assez réagi. Yves Surel, on évoquera ces éléments sur lesquels l'opinion a ou pas réagi effectivement par la suite, mais sur ce que nous dit ce second tour par rapport à ce qu'on en attendait, est-ce que vous... Voilà, on a senti chez certains une bonne surprise, même si le score final n'est quand même pas pas forcément mirobolant. Mais c'est vrai que lorsqu'on voit au Front National les 8 députés, la France Insoumise avec, alors si on additionne bien sûr avec le Parti communiste, la possibilité clairement de former un groupe et même bien au-delà, même les Républicains avec près de 130 députés. Est-ce que ce second tour marque une correction d'après vous par rapport à ce que laissait entrevoir le premier tour? Quand on compare la carte des candidats arrivés en tête au premier tour et celle des candidats finalement élus, on voit bien effectivement qu'il y a eu un effet de correction, puisqu'il y a un grand nombre de candidats de La République En Marche qui sont arrivés en tête au premier tour. Et on voit que dans certains bastions assez traditionnels, notamment le sud-ouest pour le Parti socialiste et le centre par exemple pour la droite classique, il y a eu un effet de correction effectivement assez significatif. Ce qui illustre pour le coup à Neuilly, enfin dans la circonscription que vous représentiez, l'élection de Constance Le Grip, qui n'était pas forcément inscrite dans les chiffres du premier tour. Pas forcément. Non, il y a des surprises, il y a des effets de correction, mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de résultats qui sont très serrés, donc ça s'est joué à très peu de choses dans pas mal de circonscriptions. Il y a déjà des effets de recomptage, je crois que c'est à Mayotte que finalement une députée socialiste a été élue contre un candidat républicain. Donc voilà, les choses ne sont pas encore totalement stabilisées, parce qu'il y aura sans doute des recours, mais on voit que par rapport à d'autres élections antérieures, les écarts de voix sont effectivement très très faibles. Illustration avec la surprise de ce deuxième tour, les 131 candidats en ballotage défavorable, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils étaient arrivés en deuxième position. Alors pas forcément défavorable en termes de rapport de force lorsqu'on additionnait les reports possibles, mais en tout cas arrivés en deuxième position, et bien 131 finissent par l'emporter en duel final. Et dans tous les cas de figure, Jean Garrigue, c'est le ou la candidate La République En Marche qui est battue. Sur ces cas de figure-là, ça traduit effectivement ça, l'inflexion entre les deux tours. Les électeurs ont voulu corriger d'une certaine manière ce qui semblait être un raz-de-marée annoncé pour La République En Marche. Il faut dire qu'entre deux tours, il y a une sorte de mantra consistant à dire « Attention, on va avoir une majorité absolument absolue qui va tout dévorer. Il n'y aura plus d'opposition politique. » Ce qui était d'ailleurs une inexactitude qui ne tenait pas compte de la composition du Sénat, des collectivités locales, des grandes villes, etc. Bon. Mais il y a aussi le phénomène, effectivement, de cette correction qu'on voulut donner. Et puis, le phénomène des fidélités à ceux qui finalement ont fait bien leur travail. Ça existe aussi. Moi, j'ai un exemple très dans la tête. J'enseigne à l'Université d'Orléans et il y a un département qui est celui du Loiret qui est presque à chaque élection assez révélateur je dirais, de l'ère du temps. Et dans ce département, on a eu à la fois une poussée spectaculaire d'En Marche au premier tour, où les 6 candidats d'En Marche, qui étaient en majorité d'ailleurs des jeunes femmes, de trentenaires, ont pris l'avantage sur... on va dire les notables un peu installés, les quinquas installés du coin. Et puis,
Au deuxième tour, il y a eu une correction et ces quinquas, manifestement, ont été jugés au niveau. Et donc, les électeurs sont revenus et puis on s'est partagé avec trois élus d'En Marche et puis 3 élus plus traditionnels. Y compris avec des reports de voix parfois contre nature. Est-ce qu'on a vu des électeurs de la France Insoumise du premier tour qui se reportent sur LR au deuxième pour, d'une certaine manière, faire contrepoids et ne pas donner tous les pouvoirs, entre guillemets, entre les mains de la République En Marche? Est-ce que ça, on l'a vu Ça, ce serait aller un petit peu loin. Ouais. Mais je pense, en revanche, qu'il y a pu avoir, dans les zones rurales de ces départements, des transferts de voix du Front National vers les candidats républicains, par exemple. Du côté d'En Marche, en tout cas, on fait mine d'accueillir avec satisfaction ce résultat, qui n'est donc pas le raz-de-marée annoncé, mais néanmoins une très belle victoire, surtout pour un parti qui n'existait pas il y a encore un an. Écoutez ce qu'en dit le porte-parole du mouvement En Marche, Benjamin Griveaux, lui-même élu député de la 5e circonscription de Paris. C'était au micro de Karine Achabour pour France 24. C'est une majorité claire que le président de la République et le Premier ministre ont obtenue hier dans des élections législatives. Une majorité qui va être stable. Et puis, il y aura une opposition. On nous avait prédit que ce serait le parti unique, une assemblée monochrome. Ça n'est pas le cas et c'est tant mieux. Comme ça, les sensibilités politiques différentes pourront s'exprimer à l'Assemblée nationale. Moi, je suis heureux qu'il y ait des députés du Front National, de la France Insoumise, puisqu'ils ont l'habitude des propos de tribune. Donc là, nous verrons, quand ils sont confrontés au travail parlementaire, au travail d'amendement, au travail de proposition de loi, eh bien, ce qu'ils mettent sur la table. Et je trouve toujours mieux d'avoir une opposition présente à l'Assemblée nationale plutôt que l'opposition se fasse ailleurs. C'est mieux comme ça, Jacques Maire. Est-ce que, comme on l'a prêté à Emmanuel Macron, finalement, il vaut mieux pour la discipline de vote avoir une majorité pas trop pléthorique non plus? Je pense que le premier élément qui change, c'est quand même la composition elle-même du groupe. On a pour la première fois un groupe qui ne se définit pas dans un espèce d'arc politique sur un segment de marché bien particulier. C'est un groupe qui est uni par des valeurs qui sont simples, qui sont la capacité à travailler ensemble, le pragmatisme, l'analyse des problèmes pour ensuite trouver des résultats concrets, la bienveillance, l'ouverture au débat, à la discussion, avec des gens qui viennent de gauche, de droite et du centre. Donc je crois que le premier élément démocratique et de débat va exister au sein du groupe. Ça n'indique pas forcément le contenu d'une politique. Ça indique beaucoup de choses. Ça indique un état d'esprit, mais voilà. Oui, ça indique beaucoup de choses quand même dans la façon dont on approche les sujets. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu concrètement ce qui s'est passé, je dirais, dans la campagne, on a bien vu des gens qui ont plus adhéré à une démarche pragmatique d'analyse et de réponse aux questions qui sont posées, plutôt que le fait de projeter toujours des recettes qui sont un peu liées à des idéologies passées. Maintenant, ce groupe, il a une très grande homogénéité aussi. C'est cette culture du compromis, de la négociation et du débat. Quand vous voyez un peu l'importance du programme de transformation d'Emmanuel Macron, qui n'est pas uniquement sur la législation, qui est aussi sur la gestion des services publics, leur efficacité, le fait de mettre l'usager au centre, je dirais, du service public lui-même, c'est à la fois une question de loi, mais aussi une question de management. Et je trouve que de ce point de vue, le fait d'avoir des praticiens, des usagers, des entrepreneurs qui sont à l'Assemblée, ça va permettre de renforcer très fondamentalement un autre aspect de l'Assemblée qui est moins connu, mais qui est central pour lui, c'est l'évaluation des politiques publiques et le contrôle. Et de ce point de vue, on marchera bien sur deux jambes. La jambe de la loi, moins de textes, de meilleurs textes, et la jambe des politiques publiques, plus d'évaluation, plus de contrôle, pour plus de changements. Constance Le Grip, ce que dit à l'instant Jacques Maire, le fait d'avoir aussi des spécialistes de différents domaines, capables donc de travailler, on l'imagine, en commission, et aussi de mieux contrôler l'action du gouvernement, ça vous y souscrivez ? Mais je suis obligée de rappeler que ça fait quand même plusieurs mandatures qu'il y a dans les grandes formations politiques dites de gouvernement régulièrement des hommes et des femmes qui sont élus à l'Assemblée nationale et qui sont des spécialistes, qu'ils soient des avocats, des chefs d'entreprise, des commerçants, des agriculteurs, des infirmiers, des médecins, des vétérinaires, des hommes et des femmes engagés dans des parcours associatifs, de parents d'élèves, etc. On n'a rien inventé. Et notre famille politique n'est pas la famille politique qui a toujours systématiquement envoyé, par exemple, des fonctionnaires ou des catégories socioprofessionnelles très... Par exemple, il fut un temps quand même en 1980 où on avait souvenir d'avoir vu un groupe où les représentants de la fonction publique étaient très présents. Donc tout cela a déjà existé et notamment les familles politiques de la droite et du centre ont toujours su rassembler des talents et faire émerger des gens qui avaient des profils personnels et professionnels divers de manière à pouvoir apporter quelque chose. Donc bien évidemment que venir à l'Assemblée nationale ou au Sénat avec un background, une expérience professionnelle est utile. Venir avec également
un minimum de compréhension et de pratique du travail de militantisme politique, du travail d'élu politique, qui consiste à avoir déjà eu l'occasion de se coltiner avec la réalité, la prise en charge des problèmes quotidiens des gens, ça me semble quelque chose d'important également. Allez-y, Je pense que c'est tout à fait vrai. Une composition sociologique d'un groupe, elle est diverse. L'effort de En Marche a été effectivement d'ouvrir les vannes et de voir un petit peu ce qui émergeait. Donc on a beaucoup de profils nouveaux. On a un petit peu un gré quand même sur la diversité sociologique. On n'a pas aujourd'hui... Vous avez des CSP+, essentiellement voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui ce qu'il y avait par exemple dans les années 70 où le syndicalisme formait des générations de personnes issues du monde employé et ouvrier et qui, par leur maturité militante, devenaient des hommes politiques. Ça, on l'a plus aujourd'hui. C'est pas parce qu'on crée un appel d'offres qu'on crée cette diversité. En même temps, c'est pas parce qu'on a une diversité sociologique et de métiers qu'on arrive à réformer, je dirais, l'administration. Et on a aujourd'hui une des administrations qui est peut-être talentueuse du point de vue formel, mais qui est la plus éloignée quand on regarde un peu les difficultés d'accès aux services publics, sur la justice, sur l'école. On est encore bien souvent au papier timbré, au constat d'huissier, aux lettres recommandées, aux déplacements physiques. C'est tout ça qu'il faut faire bouger. Et pour l'instant, on n'a pas réussi. Donc il faut une nouvelle classe d'entrepreneurs qui soient là et qui mettent un maximum de pression pour faire bouger le mammouth. Des élus peu représentatif de la diversité sociale de la société. C'est aussi cela qu'a traduit l'un des chiffres très scrutés hier, celui de l'abstention. Je vous propose d'écouter d'ailleurs ce qu'en disait Jean-Luc Mélenchon, sans doute celui qui a eu les propos les plus éloquents à cet égard. L'abstention écrasante qui s'est exprimée aujourd'hui a une signification politique offensive. Le peuple français dispose à l'Assemblée nationale d'un groupe, la France insoumise, cohérent, discipliné, offensif. Alors, si je disais propos éloquent, c'est parce qu'effectivement, c'est lui qui, en tout cas, l'analyse le plus à son avantage et va le plus loin, sans doute, dans les conclusions qu'il faut en tirer. Vous voyez, près de 6 Français sur 10 hier sont restés chez eux. Yves Surel, est-ce que ça entache la légitimité de la nouvelle majorité, comme semble le dire, par exemple, Jean-Luc Mélenchon ? Il y a deux grilles de lecture, c'est que si on regarde le score de La République En Marche au premier tour par rapport au nombre d'inscrits, ça représente à peu près 14% de l'électorat, donc la légitimité d'un point de vue brut est relativement faible. Après, il y a une logique institutionnelle, il y a 2 tours, il y a donc toute une série de mécanismes d'alliance qui font qu'au second tour, La République En Marche et le MoDem ont reçu à peu près 50% des suffrages exprimés. Donc il y a 2 grilles de lecture, c'est que si on prend un indicateur quantitatif assez brut, effectivement la légitimité est faible. Après, la mécanique institutionnelle se met en place et la légitimité est aussi incontestable. Donc il est un peu étonnant d'ailleurs de voir que Jean-Luc Mélenchon conteste la légitimité alors que lui-même a un suffrage évidemment bien inférieur. Oui, et puis lui-même se voit comme le réceptacle de ces abstentionnistes. Autrement dit, il les fait parler. Est-ce qu'on sait qui sont les abstentionnistes, Jean Garry ? Au fond, il a raison de les faire parler puisque ce sont ses électeurs qui se sont abstenus. Alors évidemment, ça n'empêche pas d'avoir un groupe. Hein. Ce qui n'empêche pas d'avoir un groupe et d'avoir une voix et qui porte et des arguments qui sont tellement simplistes qu'ils mobilisent. Mais ça ne fait pas une analyse politique. Alors, l'analyse politique, c'est laquelle ? C'est qu'évidemment, il y a une sous-représentation d'une partie des Français dans cette élection. On sait bien que, au fond, la France qui souffre, c'est un truisme que de le rappeler, mais cette France qui souffre, elle est assez loin, justement, de cette représentation. Cela dit, l'Assemblée nationale, dans son histoire, n'a jamais véritablement représenté le peuple français dans son articulation sociologique. Ça a toujours été plutôt des quinquas, hommes, CSP+, avocats, juristes et professions libérales. Donc ça n'a rien de nouveau. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on a une sous-représentation, on va dire, entre guillemets, du peuple. Et ça sera le principal enjeu, évidemment, de ce quinquennat, que de ramener le peuple au périmètre de la démocratie. La victoire de La République En Marche, la majorité présidentielle, qui est donc bien une majorité absolue, 350 députés, et face à elle, les Républicains, eux, comptent près de 230 élus. Avec nous, justement, pour en parler, Constance Le Grip, vous êtes députée, les Républicains, de la 6e circonscription des Hauts-de-Seine. Jacques Maire, vous êtes député La République En Marche de la 8e circonscription des Hauts-de-Seine également. Yves Surel, professeur de sciences politiques à l'Université Panthéon
Panthéon Assas et directeur adjoint du Centre d'études et de recherche de sciences administratives. Jean Garrigue, vous êtes historien spécialiste de politique française et président du comité d'histoire parlementaire et politique. Vous enseignez à Sciences Po Paris. Merci à nouveau à vous quatre d'avoir bien voulu débattre ici même. La première conséquence de ces élections législatives, eh bien, c'est que le gouvernement va être remanié et on l'apprend, eh bien, le départ de Richard Ferrand, le ministre de la Cohésion des Territoires, visé par une enquête préliminaire et qui, malgré cela, a été réélu avec 56,53% des voix dans la 6e circonscription du Finistère. D'après vous, Constance Le Grip, les électeurs, en le réalisant, ont voté son maintien au gouvernement, puisqu'on le savait, les ministres battus démissionnaient ou devaient démissionner? Je serais bien en peine de savoir ce qu'avaient en tête les électrices et les électeurs du Finistère. Je pense que Richard Ferrand était déjà parlementaire avant que de se lancer dans l'aventure de En Marche et de la République En Marche, et qu'il y a eu peut-être dans cette circonscription, comme dans beaucoup d'autres circonscriptions de France, la reconnaissance et la considération pour le travail de terrain, le travail fourni. Ça compte quand même, hein, la compétence, la crédibilité que donne l'ancrage dans un territoire. Tout cela, ça peut compter. Vous ne faites pas partie des élus Les Républicains qui appelaient donc à sa démission, à Richard Ferrand, qui aujourd'hui n'est pas mis en cause, hein, il faut le rappeler bien sûr par la justice, non, mais qui fait l'objet de révélations dans la presse qui ont poussé la justice à ouvrir une enquête préliminaire. Je n'ai pas pour habitude de jeter des anathèmes, non. Je fais confiance à la justice de mon pays. Jacques Maire, ça va être un patron de groupe efficace. Vous vous réjouissez de voir Richard Ferrand prendre, ou en tout cas briguer, la présidence du groupe La République En Marche à l'Assemblée ? Moi, complètement. C'est un Finistérien. Je l'ai connu dans le Finistère puisque j'ai vécu aussi là-bas, y compris comme voisin de palier de Richard. C'est un garçon qui est extrêmement engagé dans un territoire, le Centre-Bretagne, qui est difficile. Je dirais qu'il est difficile sur le plan politique. Vous vous rappelez les bonnets rouges. Il a quand même incarné la République face à un front qui était très, très dur. Et puis c'est aussi un développeur. C'est un développeur qui a une pratique parlementaire. Et il se trouve qu'effectivement, en ce moment, En Marche, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont une très grosse pratique parlementaire. C'est un peu le prix du renouvellement. En même temps, moi, j'étais très... Il était même question de lui à un moment à la présidence de l'Assemblée nationale. Oui. Bon, ce que j'espère en tout cas, c'est que le principe même de ce ministère de la Cohésion des Territoires soit gardé. Parce qu'on a tous maintenu, on a tous vécu cette France à deux vitesses, à la fois, je dirais, au plan national, mais même dans nos circonscriptions. Vous parliez tout à l'heure d'abstention. Moi, j'ai vécu aussi, dans ma circonscription qui est extrêmement, je dirais, favorisée par ailleurs, des endroits à 10% de participation dans les banlieues et des endroits à 30% ou 40% pour En Marche. Et lui, il avait réussi à maintenir, sous le mandat du président, un ministère qui avait à la fois la ville et l'aménagement du territoire, ce qui était unique. Et ce qui permet effectivement de traiter la fracture territoriale dans ses différentes composantes. Donc c'était un vrai axe. On peut garder ministre de la Justice un homme dont le parti politique fait l'objet aujourd'hui d'une enquête préliminaire? Écoutez, je n'ai pas d'éléments pour répondre. Je ne suis pas président, je ne suis pas Premier ministre. Donc je suis comme, je dirais, les Français. Nous avons un ministre de la Justice, il est en exercice. S'il y a un problème, il se réglera à un autre niveau. On n'envisage pas, Jean Garrigue, pour l'heure, de départ de François Bayrou. Il sera maintenu de toute manière, ne serait-ce que pour des raisons d'accord politique? Oui, parce que il faut d'abord faire voter cette loi qu'il porte, cette loi de confiance qui est fondamentale. Beaucoup plus fondamental qu'on ne peut le penser, parce que on est dans un process de relégitimation de la classe politique. Ces élections, avec ce renouvellement, ont participé, ont contribué à cette relégitimation. Et je pense que c'est important aussi maintenant d'amener une législation qui donne un peu plus confiance. Oui, mais précisément, si je la pense un peu incomplète. Mais précisément, la confiance est aussi la perception qu'en ont les citoyens. Est-ce que ça ne va pas contraindre François Bayrou, malgré tout, à ne plus se vivre lui-même comme citoyen, comme il l'a dit, mais bien pleinement comme ministre de la Justice, à 100% du temps? S'il y a eu faute dans cette affaire, je suis presque sûr que ça n'a pas été une question d'emploi fictif. Je pense que la faute, elle est politique. Oui, mais on parle de sa réaction. Voilà. La faute de François Bayrou, c'est d'avoir, je dirais, enfreint la discipline gouvernementale. Contacter des journalistes pour se plaindre. Alors, du il y a traitement. d'abord eu ça. Ouais. Par rapport aux journalistes, c'est une erreur. Il a confondu, ou plutôt il a voulu découpler les deux corps du roi, et ça a été une maladresse. Et la deuxième maladresse,
à mon sens, plus grave, c'est d'avoir donné l'impression qu'il résistait aux injonctions du Premier ministre. Or, nous sommes dans la Ve République. L'une des idées forces d'Emmanuel Macron, c'est de revenir à la présidentialité et à la gouvernance caractéristique de la Ve République. Et d'incarner l'autorité. Et cette autorité, elle est déléguée au Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, et donc un ministre... Je n'irai pas jusqu'à dire, comme Jean-Pierre Chevènement, ça ferme sa gueule ou ça démissionne, mais en tout cas, un Premier ministre se doit d'être dans cette discipline-là. Alors, on connaît le tempérament de François Bayrou. On sait que François Bayrou a été, il faut aussi le rappeler, politiquement, a été un appoint décisif pour Emmanuel Macron. Il se vit comme Monsieur 5%. Voilà, il faut se souvenir de la séquence. La colonisation est un crime contre l'humanité, une sorte de baisse de régime d'Emmanuel Macron, et le ralliement de Bayrou est décisif. Donc, c'est très important. Ça devient moins important puisque En Marche a la majorité absolue seule. Mais le MoDem aujourd'hui n'est plus nécessaire. L'appoint du MoDem n'est plus nécessaire pour gouverner. A priori, sauf que si quand même. Parce que je pense que les enjeux sont tels. Les transformations qui sont en tout cas souhaitées par Emmanuel Macron et par le mouvement En Marche sont de telle nature que sa majorité devra excéder les limites de sa majorité absolue, d'En Marche, aller vers d'autres territoires. D'ailleurs, pas simplement vers le MoDem, mais essayer aussi de rallier à sa cause les constructifs de la gauche et de la droite. Et donc, le MoDem, finalement, a plus d'importance qu'on ne peut le croire dans cette construction, me semble-t-il. La majorité, Yves Surel, vous êtes d'accord, elle doit marcher sur plusieurs pieds, ne serait-ce que pour aussi peut-être s'assurer du soutien des sénateurs, parce que c'est vrai, aujourd'hui, il y a 2 chambres en France, et l'une des 2 ne reflète plus la réalité politique du pays telle qu'elle s'est exprimée par le vote des Français depuis l'élection présidentielle. En plus, c'est ce qui fonde l'identité d'Emmanuel Macron comme politique et comme président, c'est de dépasser les clivages. Donc on ne peut pas instituer d'emblée une pratique gouvernementale en déniant ce qui a fondé finalement son engagement politique. Donc oui, je pense que la façon et la stratégie qui a déjà été élaborée, c'est celle de capter le plus possible de soutien. Donc avec cet argument qu'avait rappelé M. le maire du pragmatisme, dans l'histoire de la Ve République, il y a guère comme exemple que le gaullisme pour avoir cette prétention à dénier les clivages classiques et à mettre en avant un pragmatisme d'action. Après, ce qu'on sait aussi, c'est que les logiques politiques et institutionnelles elles nourrissent une polarisation, elles nourrissent des oppositions. Et de fait, cette stratégie, disons, de captation est un peu attrape-tout, donc souvent ne dure qu'un temps, parce qu'on va essayer d'associer des contraires, et au bout d'un moment, les tensions inhérentes à cette stratégie peuvent effectivement se développer. Oui, vous pensez qu'il va y avoir des frustrés à un moment du macronisme, c'est ce que vous dites? En tout cas, si on prend comme exemple, non pas la France, mais les États-Unis, on dit souvent qu'aux États-Unis, il y a un modèle de président qu'on appelle le président préempteur, qui crée sa légitimité en prenant un peu des idées à droite et à gauche. Un président préempteur, historiquement, il est toujours réélu à la fin de son mandat, parce que voilà, on lui rend donc grâce d'avoir une stratégie un peu comme ça différente et d'avoir su prendre des décisions audacieuses. Mais le deuxième mandat, souvent, est assez catastrophique, parce que justement, les tensions un peu sous-jacentes, un peu latentes, se révèlent lors du second mandat. Constance Le Grip, il va falloir évidemment se poser la question, sans doute, chez un certain nombre de vos députés, de l'attitude maintenant adoptée face à cette majorité. On le disait, à la limite, La République En Marche peut gouverner seule. Aujourd'hui, elle bénéficie de l'appoint du MoDem. Demain, peut-être, des députés de votre groupe seront tentés de rejoindre cette nouvelle majorité. Écoutez en tout cas ce que dit Thierry Solère. Et il ne faut pas, lui, estime-t-il, être dans la revanche. Il faut être constructif. La gauche et la droite, ça continue à exister. Est-ce qu'on est d'accord surtout? Non. Mais c'est la seule chose qui compte. Je souhaite qu'à l'Assemblée nationale, nous ne soyons pas dans la revanche de vouloir préparer l'élection d'après, de 2022, mais qu'on soit constructif. Ça veut dire pas de chèque en blanc au gouvernement. Ça veut dire voter la confiance ou pas? Ça veut dire accompagner toutes les réformes. Ça veut dire voter la confiance ou pas? Si on vote pas la confiance, ça veut dire qu'on cherche à faire tomber le gouvernement. Et ce gouvernement, il est légitime parce que les Français l'ont choisi. Voilà, et puis on va écouter maintenant tonalité légèrement différente, celle de François Baroin, celui qui a conduit cette campagne pour les Républicains, même s'il n'était pas lui-même candidat aux législatives. Écoutez. La campagne intense que nous avons menée, circonscription par circonscription, a permis ce soir la constitution d'un groupe suffisamment important pour faire entendre nos engagements, pour faire valoir nos convictions, pour défendre nos valeurs. Il appartiendra à ce groupe, dans le respect du nouveau pouvoir exécutif, de faire entendre nos différences avec En Marche, notamment sur le plan fiscal. Allez-vous mettre l'accent, Constance Le Grip, sur vos différences ou bien au contraire sur ce qui peut permettre de faire avancer la France avec le nouveau gouvernement et la nouvelle majorité? Alors,
Pour ce qui me concerne, je viens d'être élu député des Hauts-de-Seine face à un candidat de La République En Marche. Donc je ne vais pas du jour au lendemain me découvrir soudainement Macron compatible ou tromper en quelque sorte, trahir mes électeurs. Votre collègue Pierre-Yves Bournazel avait face à lui une candidate certes qui n'était pas estampillée La République En Marche, Myriam El Khomri, mais qui était soutenue, au même titre que lui d'ailleurs, par des membres de La République En Marche. Honnêtement, dans cette circonscription parisienne, la confusion était à son comble. Plus personne n'y retrouvait ses petits. Ça ressemblait vraiment à une grande cour de récréation et on se demandait où les parents étaient passés. Honnêtement, voilà. Donc revenons à des choses. Au final, ça fait une circonscription de gauche qui passe à droite. Donc ça fait quand même vos affaires. C'est à voir. Je ne veux pas commenter plus avant ce qui se passera dans cette circonscription-là. Moi, simplement, j'ai dit les choses très clairement pendant ma campagne. J'ai porté des valeurs, des idées, un projet, un programme qui, à bien des égards, sont très différents de ceux que prenait La République En Marche. Et je ne suis pas susceptible de me dissoudre dans la majorité présidentielle et parlementaire. Et donc, par exemple, je ne voterai pas la confiance au nouveau gouvernement. Mais ceci étant, ça ne veut pas dire que je vais avoir pendant 5 ans des œillères et me transformer tout d'un coup en personne bête et sectaire. Sur les 2 grands textes de cette rentrée, enfin qui vont être ceux de la rentrée, la loi travail et la loi de moralisation de la vie publique, enfin la loi de confiance. Il y a vraiment des différences de fond ? Je regarderai en détail les textes. Je n'ai pas encore eu l'occasion de me plonger en profondeur dans ces différents dossiers, donc puisqu'on ne connaît pas exactement le texte d'habitation. On connaît les grandes lignes, bien évidemment, mais je ferai comme j'ai fait pendant plus de 7 ans au Parlement européen, où j'ai toujours, comme la quasi-totalité des députés, à part les députés des extrêmes, essayé de travailler de manière pragmatique, raisonnable, responsable, et s'il faut arriver à des compromis, à des accords, à des agréments qui rassemblent au-delà de sa propre famille politique, on le fait. Mais une chose est d'être ainsi, je dirais, au cas par cas, dédié à dégager l'intérêt général, le bien commun, et se dire qu'il n'y a rien d'indécent à se trouver tout d'un coup sur un sujet donné d'accord avec une personnalité qui vient d'un bord politique très différent. Une autre est d'entrer de plein pied, je dirais, avec les 2 jambes dans la majorité parlementaire. Donc pragmatisme, réalisme, mais en privilégiant quand même la netteté, la clarté, pas d'ambiguïté, pas de confusion, pas de salpingondie, etc. Est-ce que l'efficacité, et surtout la important fidélité et la loyauté par rapport à ses électeurs et ses électrices et par rapport à ce qu'on a promis et pris comme engagement. En tout cas, le ministre de l'Intérieur, lui, Gérard Collomb, voit pour la loi travail la nécessité d'un appel aux ordonnances. En tout cas, c'est comme ça qu'il analyse le vote des Français hier. Écoutez. Nous savons qu'il faut aller très vite. Et c'est pour cela, par exemple, que nous avons dit que nous procéderons par ordonnance, parce que la loi en France, lorsque vous annoncez quelque chose et que vous la réalisez, s'il se passe 2 ans, les gens, pour le coup, se disent « rien n'a changé ». Jacques Maire, on est parti au départ d'un texte, la loi travail, enfin la loi travail, on ne connaît pas encore, mais en tout cas la réforme du travail qui pouvait effectivement réunir un certain nombre de parlementaires derrière vous. On s'est beaucoup focalisé maintenant sur la méthode, c'est-à-dire comment, en gros, vous allez réussir à faire passer le texte face à d'éventuelles résistances. Gérard Collomb nous dit, pour aller vite et parvenir au but assez vite, il faut utiliser les ordonnances. Or, on avait le sentiment, lorsqu'on entendait d'autres membres de La République En Marche, que les ordonnances étaient surtout un moyen de permettre aux syndicats d'avoir leur mot en dehors du jeu d'amendements parlementaires. Alors concrètement, quel est l'objet de ces ordonnances ? C'est de l'efficacité ou c'est du dialogue ? Je pense d'abord qu'il y a beaucoup de parlementaires de droite comme de gauche qui estiment qu'il y a des moments où les textes traînent trop longtemps, comme l'a dit Gérard Collomb, et qu'il faut aller relativement rapidement. En même temps, c'est un sujet sensible, le droit du travail, avec des questions emblématiques qui sont, je dirais, des totems au sein du débat politique français, comme l'indemnisation prud'homale, par exemple, en cas de licenciement. Ce que je pense, c'est qu'effectivement, c'est très bien de l'avoir affiché en tant que tel dès le début. C'est très bien que ce débat soit présent dans, je dirais, la question des législatives telle qu'elle s'est posée. Moi, j'ai vu effectivement arriver depuis le premier tour des présidentielles, plus 50% d'adhérents à En Marche. On est passé de 240 000 à 360 000. Donc, cet énorme flux, pourquoi ? Effectivement, pour renforcer un peu la main du gouvernement au moment où on voyait dans l'opinion des acteurs sociaux qui commençaient à se radicaliser un petit peu parmi ceux qui négocient le moins. Maintenant, on a des ordonnances qui sont, à mon avis, essentielles parce qu'elles permettent effectivement de faire un geste de confiance vis-à-vis des partenaires en leur disant, si vous avez
je dirais, la capacité de vous accorder sur l'essentiel en fonction des lignes qui sont celles du projet d'habilitation, à ce moment-là, effectivement, le Parlement sera amené à ne pas détricoter l'accord. C'est une incitation très forte. Il y a une négociation qui est lancée, elle prendra des mois, quelques mois, elle prendra l'été. Je pense que le processus est maintenant bien compris des acteurs, ils ont les cartes en main. Jean Garrigue, la méthode est la bonne. On voit des réticences, notamment de la part de Laurent Berger, qui pourrait être, sur ce dossier, typiquement un interlocuteur du gouvernement. Oui, un allié fondamental. Oui, on a là finalement le fruit du traumatisme de l'expérience d'Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre de François Hollande. Je crois qu'il est très clair que ce qui s'est passé pour la loi dite El Khomri a été pour lui, le spectacle de ce qui s'est passé dans le processus parlementaire a été pour lui un révélateur, et la nécessité évidemment de s'adresser en priorité aux acteurs sociaux. Nicolas Sarkozy, en son temps, en 2007 aussi, on se souvient qu'il avait été très très impératif pour lui d'aller aussi vers les acteurs sociaux. Ça avait un peu paralysé d'ailleurs ensuite sa politique, mais sur d'autres champs, donc je ne fais pas de comparatif. Donc là, je pense que la méthode est bonne. Simplement, à partir du moment où Emmanuel Macron peut s'appuyer sur une majorité absolue à l'Assemblée nationale, on peut aussi se dire que finalement ça n'aurait pas été plus mal que de laisser libre cours à cette avec à la délibération. d'une multiplication d'amendements. Alors, évidemment, ce serait un pari sur, je dirais, la capacité des oppositions à jouer le jeu. Et là, je comprends aussi les réticences, parce que on parlait d'être bête et sectaire. Moi, j'ai un peu peur qu'on retrouve. Non, mais. Qui, dans votre bouche, c'était au contraire répulsif. Mais je pense que ce type d'attitude a existé, a beaucoup paralysé le système bipolaire. C'est même une des raisons fondamentales de ce qu'on appelle un peu le dégagisme. Mais je pense qu'on risque de retrouver ce type de comportement. Et par exemple, l'opinion aurait du mal à comprendre. Surtout avec un groupe France Insoumise. Surtout on a fait quand même, là pour le coup, vraiment l'opinion est un peu de mal à comprendre que, par exemple, sur cette loi de moralisation qui, de facto, alors moi je ne parle pas de moralisation, mais de confiance, qui de facto va dans le bon sens par rapport à la symbolique de la relégitimation du Parlement, l'opinion a un peu de mal à comprendre ceux qui ne la voteraient pas. Sauf que s'ils ne la votent pas, évidemment, ils donnent l'impression de donner un blanc-seing au gouvernement, et on retombe dans le vieux jeu traditionnel de la Ve République. Yves Furel, et ce sera le mot de la fin, sur cette loi travail et les débats qui peuvent avoir lieu à l'Assemblée, mais également à l'extérieur du Parlement. Est-ce que vous ne pensez pas là, quand on voit le résultat de Myriam El Khomri, qui perd quand même une circonscription ancrée à gauche, avec des reports de voix sans doute de France Insoumise vers son concurrent Pierre-Yves Bournazel, est-ce que ça ne montre pas qu'il y a encore au sein de l'électorat de gauche, et sans doute notamment au sein du monde syndical, de vraies réticences à l'égard de cette réforme qu'a portée Myriam El Khomri, et qu'entend pousser plus loin sans doute demain un gouvernement Édouard Philippe? Si, à l'évidence, on le voit aussi dans le discours que tient Jean-Luc Mélenchon et une partie des partisans de la France Insoumise, c'est qu'ils ont déjà annoncé un 3e tour social, donc en faisant appel à la rue et aux mobilisations. Donc c'est sûr qu'il y a ici une opposition plus ou moins diffuse dans la population, et qui peut donner lieu à des mobilisations et à des grèves assez rapidement. Mais je rejoins aussi Jean Garrigue dans ce qu'il a dit, que Emmanuel Macron, comme tous les présidents d'ailleurs, s'inspire positivement et négativement de ses prédécesseurs. Et donc là, il y a pour lui une exigence d'efficacité. Je crois qu'il est très convaincu qu'il a un capital politique aujourd'hui maximale, et que c'est maintenant qu'il faut aussi faire passer un maximum de réformes, ce qui justifie sans doute l'appel à une méthode effectivement par les ordonnances. Jacques Maire, vous pensez, vous, qu'il y a une fenêtre de tir, entre guillemets, et que la légitimité tirée de l'élection présidentielle et aujourd'hui des élections législatives vous donne mandat pour agir vite sur cette question? Oui, et il y a un petit paradoxe dans la question, puisqu'il y a une loi Larcher qui, depuis 2007, je dirais, impose de passer par l'étape dialogue social. Et cette loi, elle n'est pas faite pour libéraliser sans contrainte, je dirais, le droit social. Elle est faite pour remplacer... Non, mais elle inverse la hiérarchie des normes. Oui, mais justement, elle est là pour, je dirais, supprimer parfois la norme administrative et la remplacer par la norme contractuelle. Et si on le fait sans passer par le contractuel, ça fait qu'on se mord la queue. Donc c'est normal de donner la balle quelquefois aux partenaires sociaux pour savoir s'ils sont d'accord pour jouer cette espèce de pari contractuel. Constance Le Grip, vous saluez au moins que ce débat, le fait que ce débat soit ouvert. Pour vous, c'est une urgence de s'atteler au coût du travail en France et
aux rigidités, enfin en tout cas ce que certains appellent les rigidités aujourd'hui? C'est une priorité. Y a-t-il urgence au point d'avancer à marche forcée? Je suis très attachée au dialogue social et à ce que toute la loi Larcher soit respectée. De manière générale, je ne suis pas très fan ni du 49.3 ni des ordonnances. Je pense qu'il y a un Parlement et qu'on ne perd jamais du temps. En réalité, on ne perd jamais du temps à avoir un vrai bon débat parlementaire éclairé, illustré, qui a le parlementarisme rationalisé de la 5e République, qui évite les murs d'amendements, etc. Donc le temps passé au Parlement n'est jamais perdu. C'était pas l'avis de tous les candidats de droite à la primaire, puisque chacun avait sa méthode. Absolument, mais moi je sais qui j'avais soutenu. Merci beaucoup Constance Le Grip, merci également à Jacques Maire d'avoir été avec nous, merci à Yves Surel, merci Jean Garrigue. Tout de suite, c'est l'actualité vue du net, un œil sur les médias. Un œil sur les médias, l'actualité vue du net avec Ludovic de Foucauld. Bonjour Ludovic. Bonjour. Et on revient sur cette attaque qui s'est déroulée hier à Londres, aux abords d'une mosquée à Finsbury Park. Oui, une attaque terroriste, parce qu'il s'agit bien de terrorisme, même si de nombreux médias, Raphaël, ont eu du mal à utiliser ce mot. Exemple avec le Daily Mail qui s'est fait reprendre par J.K. Rowling sur Twitter, l'auteur de Harry Potter. Le Mail a mal orthographié terroriste en écrivant à la place conducteur d'un van blanc. Alors, on comprend où elle veut en venir. Et en France, on n'est pas en reste. Ce journaliste de Brain a noté que seul le Figaro faisait mention d'une attaque terroriste pour parler de l'événement, contrairement aux autres médias en ligne. Ça, c'était évidemment dans les articles écrits ce matin. Et pourtant, comme on peut le voir dans cette déclaration de la ministre britannique de l'Intérieur sur le site du gouvernement britannique, 8 minutes seulement après être arrivée sur place, la police britannique a qualifié l'incident de terroriste et la police communiquait d'ailleurs publiquement sur l'aspect terroriste de l'incident, comme ce tweet écrit ce matin en témoigne. Alors pourquoi les médias ont-ils autant de mal à appeler un chat un chat? Parfois ça fait un peu penser à ce qui se passe de temps en temps aux États-Unis quand il s'agit de mass shooting, les mass shooters, les tueurs de masse. Cet article du Washington Post rappelle que souvent les criminels de couleur aux États-Unis sont décrits comme terroristes très rapidement, alors que les blancs comme mentalement instables. Donc il y a vraiment 2 poids, 2 mesures dans le traitement médiatique de ces événements. Depuis le 11 septembre, selon l'article, le mot terrorisme semble ne s'appliquer qu'aux personnes basanées en réalité, alors que, c'est ce que l'auteur de cet article appelle de ses voeux, la presse devrait s'intéresser à ce qui motive les terroristes blancs au moins autant qu'à la radicalisation djihadiste. Eh oui. On revient en un mot sur les élections législatives qui avaient donc lieu hier en France et un mot de Jean-Luc Mélenchon qui, une fois de plus, crée la polémique. Oui, à peine élu à Marseille, le leader de la France Insoumise a contesté la légitimité de la majorité En Marche du fait notamment de l'abstention record qui a marqué le scrutin. Mais le problème, c'est que lui aussi a été élu avec des niveaux d'abstention importants et même plus importants que la moyenne nationale, comme c'est rappelé dans ce tweet. Vous voyez plus de 64% d'abstention dans la circonscription de Jean-Luc Mélenchon. Donc pour résumer, comme le dit cet internaute, pour Jean-Luc Mélenchon, la majorité n'est pas légitime à cause de l'abstention, mais son élection est légitime malgré l'abstention. C'est vrai que c'est un petit peu difficile à suivre. Une vidéo d'un député des Français de l'étranger maintenant qui, là aussi, fait beaucoup parler. Oui, c'est celle de Meyer Habib. Alors, il est réélu dans la 8e circonscription des Français de l'étranger. C'est la circonscription qui comprend notamment l'Italie, la Grèce, la Turquie et Israël. Sur son Facebook, il a fêté sa victoire et certains y ont vu une atteinte au principe de laïcité. Je vous propose de regarder un extrait. Nous sommes dans une république laïque. Moi, je suis croyant. Et chez nous, dans la religion juive, quand il y a un événement fort, on a l'habitude de bénir le Créateur pour nous faire arriver à de tels moments. Voilà, donc ce qui choque évidemment, c'est l'omniprésence là, des références religieuses. Alors, cet article du Monde rappelle que Meyer Habib a demandé pendant la campagne le soutien du grand rabbin séfarade d'Israël, Rav Yitzhak Yosef, ainsi que celui des rabbins francophones de Netanya, ce qui avait surpris son adversaire battu, Florence Drory, qui elle était pour En Marche. Alors, je la cite, c'est dans l'article du Monde, ce n'est pas une démarche normale en France, pays laïque, dans une élection. C'est un vieux débat qui est encore une fois rouvert pendant cette élection législative. Merci beaucoup, je vous en prie. Ludovic. Un œil sur les médias, c'est terminé. Merci à nouveau à nos débatteurs. Restez avec nous à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.